Pas assez rapide, beaucoup trop longue. La justice est souvent jugée trop lente, jusqu'à 6 ans par exemple pour obtenir un jugement dans certaines affaires. Le garde des Sceaux souhaite que les choses changent. Il a présenté un projet de loi en Conseil des ministres. Gérald Darmanin est venu le défendre hier devant les sénateurs. Je vous propose de revivre cette audition et on en reparle juste après. Quand j'ai proposé ce texte au Conseil d'État, où je suis allé moi-même défendre en section intérieure les dispositions d'un texte court, vous l'aurez remarqué, moins d'une quinzaine d'articles, dont les articles de coordination pour l'outre-mer ainsi que pour le nouveau code de procédure pénale. Vous y trouverez d'ailleurs un texte qui ne prévoit pas ni quantum de peine augmentée, ni infraction nouvelle. Ce n'est pas une loi pénale supplémentaire, c'est une loi d'organisation de la justice criminelle. En effet, première partie du texte sûr, global, que je souhaite qu'on voit inscrire en 2 jours, je l'espère, dès la reprise des travaux du Sénat en septembre, après les élections sénatoriales. Le Premier ministre m'en a fait la confirmation. Il faut qu'il le confirme désormais dans le débat évidemment parlementaire. Nous nous sommes entendus avec le Conseil d'État sur l'urgence, comme vous l'avez dit, de nombreux rapports, mais également de nombreuses prises de parole par les hauts magistrats eux-mêmes dans les rentrées solennelles, déjà l'année dernière, et encore cette année, évoquant submersion ou évoquant une incapacité désormais pour la justice criminelle de faire face au tsunami, c'est encore des mots utilisés par les hauts magistrats, des affaires criminelles qui leur arrivaient. Le Conseil d'État, dans son avis qu'il a rendu sur le texte et qui n'a disjoint qu'un seul article que nous n'avons pas d'ailleurs représenté, non seulement à regarder la nature conventionnelle et constitutionnelle des dispositions que j'ai l'honneur de vous présenter, mais a, dans son incipit, évoqué, je cite le Conseil d'État, les juridictions criminelles, malgré l'augmentation des moyens qui leur sont consacrés, ne sont pas en mesure de juger des crimes dans un délai compatible avec les exigences du droit à un recours effectif. C'est bien de cela dont il s'agit, c'est pouvoir utiliser pour nos concitoyens, pour les victimes singulièrement, le recours effectif auquel ils ont droit et d'attendre justice lorsqu'ils sont dans une affaire dite criminelle. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous sommes dans une situation, le garde des Sceaux que je suis, dans une situation qui est une situation d'engorgement très important de la justice criminelle. Pourtant, des moyens, j'entends beaucoup de discours sur les moyens sont là et ils arrivent. Vous avez vous-même accordé 800 millions d'euros d'augmentation chaque année au ministère de la Justice, encore cette année, qui bénéficie d'ailleurs de budgets supérieurs à la loi de programmation de la justice. Je rappelle qu'avec le ministère de la Défense, nous sommes les 2 seuls ministères à avoir regardé à l'euro près notre loi de programmation. Depuis 2017, nous avons recruté 1450 magistrats supplémentaires. On est passé grosso modo de 8300 magistrats à quasiment 10 000 à la fin du quinquennat du président de la République. Il y en a 9 957 au moment où je parle d'ailleurs qui sont en fonction. Nous avons augmenté de plusieurs milliers le nombre de greffiers et d'assistants de justice, ce que mon antéprédécesseur appelait les sucres lents. Et nous avons entrepris des moyens très importants de numérisation, d'application de l'intelligence artificielle, de fonctionnement du ministère de la Justice. Cela reste un ministère qui connaît, par rapport aux autres pays qui nous entourent, un ministère sous-doté en nombre de magistrats, mais le rattrapage budgétaire est là et je pense que le ministre de la Justice, son travail, c'est aussi de rendre compte devant la représentation nationale ou devant la Cour des comptes et devant l'opinion à quoi sert cet argent. Cet argent, il a permis sans doute de combler un certain nombre de manques, mais il n'a pas permis de combler des réductions, les délais d'attente de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne, pour les 36 cours d'appel de France, il y a évidemment des exceptions selon les cours d'appel, mais en moyenne à 6 ans, en première instance pour attendre le jugement d'un viol et 8 ans pour attendre le jugement d'une affaire de narcotrafic ou d'homicide. Ce sont des délais en première instance totalement incompatibles avec le droit à un recours effectif, comme le dit le Conseil d'État, qui rend déraisonnable le fonctionnement de la justice, qui remet en question profondément la peine prononcée. Quelqu'un qui est condamné 6 ans après les faits, alors que peut-être sa vie a changé, il a peut-être eu l'occasion d'avoir une nouvelle vie familiale, d'avoir lui-même des enfants, d'être mieux intégré à la société. Quelle est la nature de la peine qui est prononcée, voire le renvoi en détention de quelqu'un qui est passé en détention provisoire souvent, est sorti de détention provisoire, a vécu 4 ans dans la vie civile, si j'ose dire, et se retrouve devant un tribunal. Comment la victime, d'ailleurs, peut avoir sur elle le poids de quelqu'un qui va peut-être retourner en détention alors qu'elle voudrait, et c'est bien normal, avoir justice. Comment les accusés qui sont quand même extrêmement nombreux en détention provisoire, je rappelle que dans la surpopulation carcérale que nous dénonçons collectivement,
Il y a actuellement 27 000 personnes en détention provisoire, une augmentation continue de ce flux. Comment les victimes elles-mêmes peuvent se reconstruire quand on attend 6 ans ou 8 ans pour avoir le jugement d'un crime, et comment la société peut croire en sa justice lorsque même que les quantums de peine sont parfois très élevés, on y reviendra, notamment par l'effet de la cour criminelle. Cette peine est lointaine, elle est peut-être forte, mais elle est lointaine. Elle est le contraire de Beccaria qui expliquait qu'il fallait des peines sûres et le plus rapide possible. Et il faut sans doute préférer la célérité parfois à la sévérité si on veut une efficacité de notre justice criminelle. Quelques chiffres, mais je ne vais pas, Madame la Présidente, trop remplir la commission des lois de ce que connaît malheureusement la commission des finances auquel je suis allé de nombreuses années dans d'autres fonctions, mais quand même. Quand le président de la République est arrivé en responsabilité, il y avait 7% d'hommes, c'était à 95% des hommes, donc je parle des hommes par pure convention, 7% d'hommes qui étaient en détention provisoire ou condamnés définitivement pour viol ou agression sexuelle. Aujourd'hui, c'est 21% de nos détenus qui sont en détention provisoire ou condamnés définitivement pour violence sexuelle ou viol. Donc nous avons triplé le nombre de personnes en détention en 8 ans pour des affaires de viol ou de violence sexuelle, sachant que par ailleurs, le pourcentage de personnes en détention a grandi puisque nous avons augmenté le nombre de détenus depuis 8 ans. Il y a eu en 2016 10 000 personnes, il y avait 10 000 personnes qui étaient inquiétées par une affaire criminelle devant un juge d'instruction ou renvoyées à une audience. Nous avons triplé. Aujourd'hui, il y a 30 000 hommes, en l'occurrence, qui ont une affaire criminelle en instruction ou renvoyées à une audience. C'est-à-dire que nous avons triplé le nombre de personnes qui subissent une instruction criminelle ou une audience criminelle. C'est l'affaire évidemment du mouvement de libération de la parole de la femme. On sait d'ailleurs que ce mouvement va continuer puisque une partie des plaintes doivent être bien mieux traitées par les services enquêteurs comme par la justice et que donc ce nombre de dossiers va continuellement augmenter et il augmentera encore dans les années qui viennent, quelles que soient les politiques pénales suivies et quels que soient les gardes des Sceaux qui se succèdent ou les majorités politiques. Et on sait par ailleurs que les violences faites aux enfants, dont on voit d'ailleurs en ce moment même la libération de la parole, va faire naître davantage encore de dossiers. Donc nous connaîtrons une augmentation continuelle de dossiers criminels qui touchent les violences sexuelles. Par ailleurs, les affaires de narcotrafic se sont multipliées ces dernières années. Depuis 3 ans, il y a eu 40% d'augmentation d'affaires de narcotrafic de plus et autant en pourcentage de détenus supplémentaires en détention provisoire ou condamnés définitivement. Il y a en France aujourd'hui à peu près 20 000 détenus pour criminalité organisée et il y a de façon définitivement condamnée 5 000 personnes qui sont condamnées à une infraction de criminalité organisée de plus de 5 ans. C'est le triple de ce qui se passait en 2016-2017. Donc sous l'effet de 2 phénomènes de société que la justice et que les services enquêteurs traitent mieux, mais sans doute ne traitent pas totalement, donc la partie de l'iceberg n'est pas encore tout à fait découverte, les violences sexuelles et les affaires de narcotrafic, nous avons des dossiers criminels en augmentation de façon extrêmement importante. Alors est-ce à dire que la justice n'a rien fait pour être au rendez-vous de ces augmentations? Je ne le crois pas, grâce aux moyens que vous lui avez accordés, je le pense, grâce au travail collectif, bien sûr, des services enquêteurs, des magistrats, des avocats qui contribuent à la résolution de ces difficultés d'audiencement. Et les magistrats, ils ont traité beaucoup plus de dossiers. En 2024, ils traitaient à peu près 2000 arrêts de justice criminelle par an. En 2025, ils en ont traité 3000. Ils ont fait 1000 arrêts de plus en une année. Mais si je regarde combien de dossiers il y avait en 2024, il y en avait à peu près 4000, il y en a désormais 6000. C'est-à-dire que, comme je le dis peut-être vulgairement, nous ne sommes pas en déficit calorique. Il y a beaucoup plus de dossiers qui rentrent que d'affaires qui sont audiencées et de victimes qui entendent justice, d'accusés qui connaissent ou pas leur culpabilité, et d'une société qui voit si les affaires qu'elle voit passer parfois à la télévision ou dans la presse locale connaît une résolution. Donc la question des moyens est une question importante. Je souhaite d'ailleurs que le Parlement puisse continuer, peut-être dans le cadre du prochain budget, d'augmenter considérablement le moyen du ministre de la Justice, au-delà peut-être de la loi de programmation de la justice. Mais même si j'avais 5000 magistrats supplémentaires, immédiatement, d'abord il faudrait évidemment ouvrir des concours, les recruter. Je rappelle que j'ai qu'une seule école nationale de la magistrature et qu'on est passé de 200 magistrats formés à 550 formés, ce qui est déjà un très gros travail de création, si j'ose dire, de valeur ajoutée intellectuelle pour des magistrats qui acceptent
des conditions d'ailleurs de formation qui sont pas toujours à l'optimum de ce que permet une grande école comme l'École nationale de magistrature. Pareil pour l'École nationale des greffiers. Quand bien même je les aurais, il faudrait attendre 3 à 4 ans pour qu'ils arrivent en juridiction. Et puis il faudrait évidemment des salles, il faudrait des palais de justice. Et je sais qu'ici ou là, vous êtes nombreux à demander des rénovations, des constructions de palais de justice. Quand bien même j'aurais tous ces moyens, je ne réglerai sans doute pas une partie très importante de ces faits profonds, de ces tendances profondes qui touchent le ministère de la Justice, qui est la criminalisation de ce qui est criminel et ce qui n'était pas hier criminalisé. Hier encore, comme dirait le chanteur, la plupart des affaires de viol ou d'agression sexuelle étaient correctionnalisées. Vous avez souhaité, par notamment la création de la Cour criminelle, qui a rempli de ce point de vue son office, que nous criminalisions une partie, pas tout bien évidemment, mais une partie de plus en plus importante des viols. Et le quantum de peine prononcé par cette Cour criminelle est à la hauteur de ce que voulait le législateur. Hier, lorsqu'il y avait un viol au tribunal correctionnel, quelqu'un qui passait dans le tribunal correctionnel pour viol avait en moyenne 23 mois de prison ferme prononcés par le juge. Aujourd'hui, la moyenne de la personne qui est confondue de viol, c'est 10 ans de prison ferme prononcés par la Cour criminelle. C'est-à-dire le même montant de quantum de peine qu'à la Cour d'assises. Il n'y a pas de différence. Donc nous avons mieux traité, si on part du principe que le quantum de peine est la façon de mieux traiter un phénomène criminel, nous avons criminalisé une grande partie, pas tout encore, il y en a encore malheureusement qui sont correctionnalisés, c'est tout à fait vrai. Nous avons traité mieux les violences sexuelles et la condamnation à 10 ans de prison ferme au lieu de 23 mois de prison ferme démontre, je crois, de façon tout à fait importante, cette organisation criminelle nouvelle. D'ailleurs, 88%, je pense que même le rapporteur le dira ou l'a dit dans son rapport, mais 88% de l'activité des cours criminelles sont les viols. La cour criminelle est devenue la cour du viol. 12% relèvent d'autres faits comme, par exemple, les coups mortels. De ce point de vue, nous avons répondu à la demande de sévérité de la population et du législateur. Nous n'avons pas, cependant, répondu à la demande de célérité, puisque les délais, qu'ils soient en cour d'assises ou qu'ils soient en cour criminelle, ce n'est pas que de la responsabilité de la cour criminelle, c'est tout aussi vrai pour la cour d'assises, c'est vu allonger continuellement. Nous prenons entre 4 à 5 mois par an de plus de moyenne pour juger une affaire. À Paris, Madame la Présidente, il y a des dossiers qui attendent depuis 17 ans d'être audiencés, instruction comprise, il est vrai. À Aix-en-Provence, il y a des dossiers qui attendent depuis 13 ou 14 ans. À Douai, plus d'une dizaine d'années, et je pourrais faire beaucoup des cours d'appel ainsi. Une fois que nous avons débloqué des moyens, alors j'ai encore moi-même annoncé un plan d'audiencement supplémentaire au début d'année grâce au budget voté par le Parlement, 34 présidents d'assises supplémentaires, des créations de salles immédiatement à Aix et à Paris, des plans d'audiencement qui accélèrent un certain nombre de dossiers. Nous avons une difficulté, c'est notre organisation criminelle elle-même, et c'est pour cela que nous venons avec vous devant le Parlement pour ce projet de loi. Un projet de loi dont je me serais bien passé, Madame la Présidente, d'abord parce que je n'ignore pas que parler de texte législatif quand on parle de justice criminelle fait naître évidemment des discussions, parfois chaleureuses et enjouées de la part de tous ceux qui s'intéressent à ces sujets, donc qui évidemment ont tous un avis sur la question et des avis évidemment tout à fait recevables. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Il ne m'apparaît pas tout à fait volontaire de ma part de sauter à pieds joints dans une réunion parlementaire. Alors au Sénat, j'entends que la discussion se fait de manière absolument attentive et réfléchie. Il se trouve qu'à l'Assemblée nationale, les députés ne connaissant pas une majorité peuvent être un peu plus surprenants dans la façon dont ils peuvent traiter de textes importants qui touchent à la justice criminelle. Surtout que je ferai adopter ce texte s'il est adopté pour la fin du mois de juillet, puisqu'il y a une seule lecture dans chacune des deux chambres, avec une Assemblée nationale qui sera convoquée pour juin ou juillet sur le texte que je présente. Et je ne verrai pas les bénéfices, ou très peu, de ce texte de loi, puisque si l'Assemblée nationale me prête vie, ainsi que le président de la République, en tout cas à mes fonctions, au mois d'avril prochain, lorsque je passerai le relais de la chancellerie, nous serons au début de la mise en place de l'organisation nouvelle que je vous propose. Je le fais par... Vous n'y voyons pas une victoire politique particulière, et ce n'est pas le projet de loi de la justice idéale que j'aimerais personnellement présenter. Je pense qu'il faudra trancher ce genre de choses dans les débats présidentiels, et ce sera important. J'y vois une urgence de ne pas libérer de détention provisoire d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine des centaines de détenus qui seront libérés de détention provisoire parce que nous n'avons pas été capables d'audiencer à temps. Non pas parce qu'il y a eu un vice de forme, non pas parce qu'il y a eu un juge qui a décidé que cette détention devait prendre fin, mais parce que nous n'avons pas été capables d'audiencer à temps des dossiers extrêmement sensibles.
Et puis, bien sûr, pour les victimes, je pense qu'on parle beaucoup de justice restaurative, d'écoute de la victime. Au ministère de la Justice, on peut faire énormément encore de progrès pour l'écoute et l'accompagnement de la victime, pas toujours d'ailleurs de manière législative, ça passe aussi par l'organisation interne du ministère, et j'aurai peut-être l'occasion d'en faire quelques démonstrations pendant le débat parlementaire que nous aurons. Pour les victimes, je pense qu'il n'est pas raisonnable de se dire que, sous prétexte de difficultés, ici ou là, il vaut mieux attendre le grand soir, ce grand soir n'arrivant jamais, et qu'elles attendent 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans avant de voir un juge qui veut bien reconnaître son statut de victime et condamner l'auteur de violences, quelle qu'elle soit, de crimes, bien évidemment, en premier. C'est pour ça que le texte de loi a essayé de se concentrer sur l'essentiel et dans un esprit le plus large possible de consensus. Le débat parlementaire est fait pour cela. Le consensus, Madame la Présidente, je l'ai d'abord cherché en puisant dans les travaux des assemblées du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais aussi de mes prédécesseurs, et je pense à Didier Migaud, qui avait commandé à des avocats et à des magistrats. Je vous ai d'ailleurs envoyé ce rapport dès mon arrivée à la chancellerie, puisque j'ai trouvé pour le coup sur mon bureau, comme l'aurait dit un ancien Premier ministre à un nouveau. Et sur ce bureau, j'ai trouvé ce rapport sur l'audience criminelle, et notamment avec des propositions qui prévoyaient la plupart des dispositions que je vous présente. Je vous les rendues, je vous les envoyais, et je l'ai envoyé à la profession d'avocat dès mon arrivée à la chancellerie, proposant des concertations sur ce point. Nous avons d'ailleurs même échangé, je crois même, avec un certain nombre de personnes, et notamment la délégation aux droits des femmes, mais pas simplement dans votre assemblée. Elle prévoyait effectivement une partie des dispositions. Deuxièmement, j'ai proposé ce texte au Conseil social ministériel, au ministère de la Justice. Nous devons passer nos textes de loi pour avis. C'est, je crois, le seul ministère, en tout cas que j'ai eu à diriger, qui le prévoit. C'est une originalité, sans doute due à l'originalité aussi que représente le ministère de la Justice dans l'organisation de l'État. On doit avoir l'avis de ces syndicats pour présenter un texte. On dit de coutume qu'il n'est pas très évident de convaincre les syndicats de magistrats ou les syndicats pénitentiaires des textes de la chancellerie, puisque je crois que depuis plus d'une quinzaine d'années, aucun des textes n'avait eu un avis favorable de la part du CSA ministériel. Hormis le syndicat de la magistrature, les autres syndicats présents dans ce comité ont donné une validation de ce texte. Je pense que devant l'urgence de la justice criminelle et devant sa situation de collapse, c'était une responsabilité comprise dans l'action syndicale et que j'en remercie, évidemment après discussion sociale que j'ai pu avoir avec eux. Le Conseil d'État a rendu un avis. J'entends beaucoup de questions de principe. Le Conseil d'État est censé regarder la constitutionnalité, la conventionnalité et l'équilibre des pouvoirs. Évidemment, il faut toujours toucher cela d'une main tremblante et nous pourrons évidemment, je serai très ouvert aux amendements et aux discussions de tous bords pour trouver le meilleur compromis possible entre les nécessaires droits de la défense absolument inaliénables dans un procès criminel, mais également bien sûr l'efficacité du service public de la justice, parce qu'il faut pouvoir organiser concrètement des audiences et condamner ou acquitter concrètement des personnes à la fin. Le Conseil d'État n'y a pas relevé, je pense que vous avez vu son avis, de difficultés ni contraires à la Constitution, ni contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, ni même contraires aux grands principes fondamentaux du droit. Je constate d'ailleurs que la plupart des dispositions que je vous présente sont déjà présentes dans les 2 tiers des pays européens et dans tous nos pays frontaliers, à l'exception de la Suisse, mais qui n'est pas membre de l'Union européenne, comme chacun sait ici. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, il y a la plupart des dispositions que je vous présente. Ce texte se divise donc en 3 points. Je répondrai rapidement à vos questions, évidemment, Madame la Présidente, juste après. Le premier, c'est la réorganisation de la justice criminelle, le plaidé coupable, qu'on appelle PJCR, procédure pour les faits reconnus. Nous y reviendrons parce qu'en effet, il fait couler beaucoup d'encre. Il n'est pas original dans la plupart des pays qui nous entourent, mais il est original dans notre droit. C'est tout à fait juste et tout à fait vrai. Là aussi, il est tout à fait perfectible. La proposition de la chancellerie n'a pas vocation à être une parole d'évangile et elle peut tout à fait être modifiée. Nous avons une cour criminelle revue. La cour criminelle a apporté beaucoup. Elle a aussi eu des difficultés, d'abord de conception. Je prends un exemple très simple. Le législateur a prévu, par un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ce n'était pas dans le texte initial de la garde des Sceaux de l'époque, qu'on crée qu'une cour criminelle par département. Ce qui est un peu embêtant, puisqu'on pourrait créer beaucoup de cours criminelles dans plusieurs tribunaux, dans des départements plus grands. Je pense dans le plus beau département de France, évidemment, le Nord, où nous avons beaucoup de tribunaux, beaucoup d'affaires en suspens. Rien ne nous empêcherait de créer à Dunkerque, à Avesnes-sur-Helpe, à Douai, à Cambrai, des cours criminelles pour juger des affaires.
Seule la loi nous l'empêche pour l'instant. Et puis d'autres sujets qui amènent parfois d'ailleurs des discussions autour d'une loi organique, puisque vous avez deux textes, Madame la Présidente, devant vous, une loi ordinaire, simple, et puis une loi organique, et notamment qui vise à reprendre une partie d'ailleurs des dispositions que vous avez votées à l'unanimité, notamment sur la proposition de Madame Verrien, je pense aux avocats honoraires, on aura l'occasion d'en reparler. Ce premier point, plaider coupable et refonte de la Cour criminelle, vise à gagner évidemment du temps d'audience, de pouvoir traiter les 6000 dossiers criminels. Il y a derrière tout ça autant d'accusés qui sont en détention provisoire, ou de gens qui attendent qu'on les convoque un jour à un procès criminel, de victimes qui attendent d'avoir justice, et de sociétés qui attendent évidemment que le service public fonctionne. Un deuxième point sur les victimes, en effet. Nous avons notamment un point très important sur la généalogie génétique, on pourra en parler, qui déchaîne là aussi les passions, sans doute, que vous avez accordé pour le dopage. Quand je dis vous, c'est le législateur, donc on se disait assez bêtement que si le dopage pouvait l'avoir, on pourrait peut-être retrouver des auteurs de crimes sériels qui s'accumulent dans les dossiers, notamment du Caucase de Nanterre. Et puis, nous avons d'autres dispositions, je pense aux autopsies, qui est un point très important, qui pour l'instant n'est pas mis en avant, mais pour lequel beaucoup de victimes attendent, des familles de victimes, qu'on leur rende les corps, dans quelles conditions les choses se sont passées, pourquoi la justice n'explicite pas exactement ce moment extrêmement douloureux déjà de connaître la perte d'un être cher, mais en plus d'attendre très longtemps, parfois sans information, de pouvoir faire son deuil. Et puis d'autres dispositions que je porte de façon tout à fait solidaire, proposées par Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est notamment la question du FNAEG ou de la visioconférence pour les gardes à vue. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. Et puis le troisième point, ce sont des simplifications de procédure pénale qui parfois complètent ce que nous avons imaginé dans la loi narcotrafic, que vous avez là également voté à l'unanimité, et qui prévoit en effet des dispositions nouvelles qui font aussi couler de l'encre, et c'est tout à fait normal. Et là aussi, la chancellerie est tout à fait ouverte de trouver l'équilibre entre l'efficacité que nous devrons avoir pour pouvoir audiencer dans des temps qu'on pourrait qualifier de raisonnables. Je ne sais pas si passer de 8 ans à 4 ans sera raisonnable, mais en tout cas, ça nous permettra d'avancer un petit peu quand même, et effectivement, les nécessaires droits de la défense, et de défense, évidemment, qui concernent les nullités ou la détention provisoire. Voilà un texte court, Madame la Présidente. Pour répondre à vos questions, l'intérêt que porte chaque partie pour le procès pénal en cas de PJCR, nous avons souhaité une procédure qui est pour l'instant à la fois très large et très simple. Très large parce que nous savions que le Parlement allait rétrécir son champ. Et donc, évidemment, au bout de 9 ans d'expérience et d'une dizaine d'années au Parlement, pour moi-même, j'ai compris qu'il fallait évidemment négocier avec le Parlement, et que le champ très large de toutes les infractions, par exemple prévues par la PJCR, sauf terrorisme et sauf crime contre l'humanité, appelait évidemment une discussion avec le Parlement pour rétrécir son champ éventuellement, sans perdre évidemment le bénéfice de son action. Est-ce que la PJCR, est-ce que le plaidé coupable, je l'aurais proposé si jamais j'avais pas de problème d'audiencement? La réponse est oui. J'aurais sans doute pas fait ce texte maintenant, j'aurais sans doute attendu d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, si un jour cela arrive à un heureux ministre de la Justice qui me succédera, mais je l'aurais quand même proposé parce que je crois que ça ne retire rien à personne, ce plaidé coupable en matière criminelle. C'est un outil supplémentaire. Ce n'est pas du tout la CRPC délictuelle que vous avez connue, qui désormais, je le rappelle comme ça, c'est sur 550 000 décisions judiciaires, c'est 100 000 CRPC délictuelles. Elle trouve quand même son office. Mais la CRPC délictuelle, c'est quoi? C'est un procureur qui, d'office, dit ça va en plaidé coupable, ou ça va en CRPC, si jamais, évidemment, on est dans une démarche où il n'y a quasiment pas d'instruction, puisqu'il peut y avoir des instructions, mais c'est quand même souvent du délit, et il y a peu, bon, en tout cas pas tout le temps, une partie civile. Là, on parle bien de quelque chose qui se rajoute, et si on y est opposé, ne verra jamais le jour. Ce n'est pas le procureur de la République qui dit ça, c'est un plaidé coupable. Ça, c'est une version de procès simplifié. Ça, ce n'est pas le procès classique. C'est bien l'ensemble des acteurs, le juge d'instruction ou la juge d'instruction à la fin de l'instruction. Nous parlons bien d'une situation où la personne ne plaide pas le plaidé coupable en garde à vue. Ce n'est pas le film de Michel Serrault, contrairement à ce que je peux regarder sur Internet, une caricature de ce que propose la chancellerie. Ce n'est pas du tout ça. C'est à la fin d'une instruction qui a été longue, contradictoire, où on a entendu les témoins, les experts, les personnes, évidemment la victime. On a souvent, quasiment tout le temps, fait un contradictoire. La personne reconnaît les faits. Depuis très longtemps, parfois elle le reconnaît même dès la scène de crime. Parfois la personne elle-même prévient les policiers et les gendarmes pour dire « j'ai tué, j'ai donné des coups mortels ». Elle le reconnaît parfois en garde à vue, elle le reconnaît évidemment devant le juge d'instruction. D'ailleurs, je constate qu'elle peut le reconnaître pendant toute cette phase sans jamais la présence d'un avocat, alors que le texte que nous présentons oblige la présence de l'avocat. Et lors de cette phase d'instruction, lorsqu'on a reconnu les faits et tous les faits, le juge d'instruction propose de rentrer dans la démarche de la PJCR, où là nous disons que l'avocat est obligatoire.
Et il y a une négociation, une discussion entre l'avocat et la personne accusée et le procureur de la République, et il faut que la victime ne s'oppose pas à cette procédure. Et il y a une audience, une vraie audience, dont j'ai lu d'ailleurs ici ou là qu'elle était à huis clos. D'abord, je constate que la victime peut à tout moment demander le huis clos dans une audience tout court, quand il s'agit d'un procès dit classique, et personne ne s'en offusque. Mais par ailleurs, il y a une vraie audience où tout le monde peut assister, simplement c'est une cour d'assises, sans jury, c'est pour ça qu'elle n'est pas publique au sens où il n'y a pas de jury d'assises, mais enfin il y a 3 magistrats, la CRPC intellectuelle c'est un seul magistrat, pour homologuer, après que le président dans une vraie audience, ou la présidente, ait rappelé les faits, ait rappelé les qualifications des faits, demande à l'auteur s'il reconnaît bien ces faits publiquement, donne la parole à la victime, donne la parole à l'auteur, donne la parole aux avocats, donne évidemment la parole au procureur de la République, à l'auteur, à la fin supposée qui reconnaît sa culpabilité en dernier, et les magistrats homologuent ou n'homologuent pas la peine. À tout moment, le procureur de la République et l'auteur peuvent arrêter la procédure, et surtout, il y a une procédure d'appel qui est tout à fait possible, quand bien même ce serait homologué, et qui nous renvoie vers une cour criminelle ou une cour d'assises. C'est effectivement quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas quelque chose qui retire quelque chose à quelqu'un d'aujourd'hui. Si, imaginons cette hypothèse, 100% des avocats ne voulaient pas de la PJCR, et il n'y aura pas de PJCR puisqu'il y a de présence de l'avocat obligatoire pour cette PJCR. Et évidemment, si 100% des victimes ne veulent pas qu'il y ait cette PJCR, il n'y aura pas de plaidé coupable en matière criminelle. Cette PJCR ne vient pas remplacer quelque chose qui existe, mais rajouter un outil supplémentaire, comme c'est le cas dans les 2 tiers des pays qui nous entourent, et notamment dans des pays qui ont, si je prends le cas des viols, mais c'est évidemment pas que le viol qui est concerné, qui sont très à la pointe dans le droit des femmes. Je prends évidemment le cas de l'Espagne, dont on a pu le voir précédemment. L'étude d'impact, d'ailleurs, je crois, est très intéressante de ce point de vue. Ce n'est pas du tout un plaidé coupable à l'américaine ou à l'anglo-saxonne, comme j'ai pu l'entendre, puisque nous avons un juge d'instruction, et nous avons une instruction, c'est à la fin de l'instruction. Le deuxième point que vous avez évoqué sur la qualité de la justice rendue, dans la refonte de la cour criminelle, je ne sais pas si on peut juger en qualité, puisqu'il a été fait grief à la cour criminelle lorsqu'elle a été inventée par la chancellerie, par Nicole Belloubet. Il y avait déjà une opposition extrêmement forte de la profession d'avocat, que ce serait une justice qui ne serait pas rendue de manière qualitative. Je constate que le procès de Squarneck, comme le procès de Mme Pellicot, se sont déroulés devant des cours criminelles. Je crois qu'il ne viendrait à l'idée de personne, en tout cas je n'ai lu aucun papier sur ce point, de dire que la justice n'a pas été bien rendue. Je pense que la justice a été rendue à Mme Pellicot et que la justice a su condamner sévèrement en cour criminelle des choses qui nous concernent ici au premier chef. Donc la qualité de la justice rendue, je ne sais pas si c'est, quoi qu'il arrive, toujours la cour d'assises. D'ailleurs vous-même, mesdames et messieurs les sénateurs, vous avez souhaité, dans votre propre proposition de loi, restreindre la cour d'assises dans les affaires de narcotrafic avec une cour d'assises spécialisée pour éviter un certain nombre de difficultés qui touchent notamment le jury d'assises. D'ailleurs, je constate, Madame la Présidente, qu'il y a une sorte de paradoxe parfois qui est reproché à la chancellerie, puisqu'on demande des magistrats extrêmement spécialisés en cour criminelle, jugeant essentiellement des violences faites aux femmes, disant qu'ils ne sont pas assez spécialisés lorsqu'ils siègent en cour criminelle, et en demandant en même temps la fin des cours criminelles et le retour aux cours d'assises. La cour d'assises, c'est formidable, je suis très attaché au jury populaire personnellement, mais enfin, le juré, c'est tout sauf des gens spécialisés. Ce sont des personnes qui sont tirées au sort, certes qui sont accompagnées par le président de la cour d'assises, mais enfin qui ne sont pas à la pointe du consentement ou du contrôle coercitif. Donc je crains que l'on reproche à peu près toute forme de changement. Et peut-être que la question, bien sûr, mérite d'être posée de la qualité, mais je ne vois pas où est la qualité de la justice quand quelqu'un attend 7 ans, 8 ans, 9 ans la condamnation de l'auteur de son viol ou de l'homicide de ses parents ou de l'inceste qu'il a connu. Voilà. Je pense que et les 2 articles sont différents, et de ce point de vue, l'article 2 est bien plus important que l'article 1er. L'article 1er, c'est 600 personnes peut-être concernées par an, d'après les procureurs généraux. Imaginons que la moitié seulement accepte la procédure, ce ne seront que 300 dossiers sur 6000. Le plus important, c'est le deuxième article qui nous permettra de juger bien plus, puisqu'on créera beaucoup plus de cours criminels, et puis tout un tas d'autres sujets que vous avez retenus, évidemment, dans cet article important et complexe. La troisième question que vous posez, c'est finalement pourquoi on a retenu un certain nombre de dispositions. Comme on a peu de temps parlementaire, le ministre de l'Intérieur, et j'ai été ministre de l'Intérieur avant lui, je ne lui en fais pas grief, s'est dit tiens, tu as un texte qui arrive, ce serait bien que tu me prennes ces dispositions. J'en ai refusé énormément. Il y en avait 2 qui rentraient à peu près dans le champ de ce que nous faisions, à la fois des sujets sur les OPJ. Je pense que sur la généralisation OPJ, APJ,
bon, je ne pense pas qu'il y ait un grand débat sur ce sujet. Je pense que c'est frappé du coin du bon sens. Elle complète la loi de 2023 par ailleurs. Il y a le FNAEG qui pose des questions très différentes de la généalogie génétique et pour lequel je peux très bien comprendre qu'il y a un débat. Je m'en suis ouvert avec M. le ministre de l'Intérieur. Et puis il y a la question de la visioconférence que vous aviez acceptée pour le renouvellement des gardes à vue lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, mais qu'on n'avait pas proposé en initial et que le ministre de l'Intérieur propose en initial. Donc c'est des dispositions d'ailleurs que je défendrai évidemment par solidarité gouvernementale, mais dont les dispositions ont été introduites dans le texte pour pouvoir les défendre, évidemment pour les services de police le plus rapidement possible, puisque le texte ministre de l'Intérieur ne prévoyait pas, à l'époque, il n'y avait que les polices municipales qui étaient à l'ordre du jour du Parlement, le texte qu'il a depuis proposé, qu'il appelle Riposte, dont peut-être si vous les censurez ou si vous les amendez, qu'il pourra éventuellement reprendre s'il le souhaite dans le texte qu'il a désormais proposé sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais d'abord donner la parole à Madame Dominique Vérien, qui est co-rapporteur avec Monsieur David Marguerite, mais qui, je crois, s'exprimera pour lui également ce soir, et qui a quelques questions, bien évidemment, à vous poser. Et ensuite, j'invite les collègues qui souhaiteraient intervenir à s'inscrire, ce que vient de faire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette présentation. Bon, je ne vais pas vous présenter et le rapport et nos amendements, ça je le garde pour demain et pour la Commission. Mais j'aimerais vous entendre sur 3 choses. Alors, j'avais une première question qui était sur l'aide juridictionnelle dans le cadre du PJCR, puisque celle-ci ne semblait pas possible, mais j'ai vu que vous aviez déposé un amendement sur le sujet, donc ma question tombe à l'eau, mais malgré tout, si vous pouviez le préciser, ça me paraît être une bonne chose. Ma deuxième question porte sur l'appel en cour criminelle départementale. Parce que je vous ai entendu l'expliquer, mais je ne vous ai pas entendu l'expliquer ni devant notre commission, ni d'ailleurs ce matin, ce n'est pas un secret, vous étiez devant notre groupe, et je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on se dit les cours criminelles départementales sont déjà surchargées. Même si on arrive à multiplier les lieux et les cours criminelles départementales, est-ce que le fait de leur rajouter en plus l'appel ne va pas venir encore un peu plus les emboliser et pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas du coup aux cours d'assises qui permettrait d'avoir un jury effectivement qui intervienne? Mais donc j'aimerais vous entendre sur le sujet. Et ma troisième question porte sur le FNAEG, le fameux fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il y a quelques jours, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision dite Condribus, qui concerne directement la France. En résumé, la Cour a considéré que les réglementations des États membres ne pouvaient pas autoriser une collecte individualisée et généralisée des données biométriques. Autrement dit, même lorsque la loi a autorisé le relevé des empreintes génétiques des personnes mises en cause pour certaines infractions déterminées, chaque décision individuelle doit être accompagnée d'une motivation claire et propre en cas d'espèce. Or cela, notre cadre légal ne permet pas aujourd'hui de le garantir. Envisagez-vous donc de tirer parti de ce texte pour pouvoir avoir une mise en conformité de notre droit avec ces exigences européennes? Voilà, 3 petits points. Merci. Alors, nous discutons évidemment avec la profession d'avocat et les échanges qu'on peut avoir notamment avec le Conseil national des barreaux. L'une, pas la seule, mais l'une des questions qui est posée, c'est qu'en effet, le plaidé coupable inventé dans ce texte de loi, s'il devait avoir lieu, n'est pas éligible aujourd'hui à l'aide juridictionnelle. Et il y a évidemment des personnes qui sont à l'AJ dans un procès criminel et qui ne pourraient pas bénéficier de la présence d'un avocat à l'aide juridictionnelle, où il le ferait pro domo, pour le plaider coupable. Donc j'ai entendu la demande de la profession, j'ai entendu la demande d'une partie des sénateurs. On m'a fait remarquer, Madame la sénatrice, Madame la rapporteure, que c'était un article 40 et que seul le gouvernement en avait le monopole. J'ai donc proposé, ce n'est pas ma coutume, puisque vous constatez qu'il n'y a pas d'amendement du gouvernement sur le texte, que je considère que c'est une mauvaise manière faite au Parlement quand on vient de déposer un texte, que de tout de suite vous mettre des amendements qui ne seraient pas passés au Conseil d'État. Mais j'en ai fait exception, puisque je sais que c'était une demande à la fois de la profession d'avocat et d'une partie des parlementaires, dont vous, Madame la rapporteure, pour qu'il y ait un amendement, que vous puissiez étudier demain en commission des lois, la possibilité, évidemment, de rendre éligible la procédure de PJCR à l'aide juridictionnelle.
Sur le deuxième point, qui est l'appel en cour criminelle départementale, en effet, l'article 2 modifie une grande partie la cour criminelle et pose la question notamment de l'appel. Dans le monde avant la cour criminelle, quand il y avait quelqu'un qui était condamné en cour d'assises, il faisait appel devant une autre cour d'assises. Simplement, elle était juste différemment composée avec 2 personnes de plus. Mais c'était une différence de degré, mais ce n'était pas une différence de nature. On n'avait pas devant un autre tribunal, autrement composé. Quand on est condamné au tribunal correctionnel et qu'on fait appel, on va devant la cour d'appel, mais ça reste 3 juges d'appel, certes, plus d'expérience, mais qui jugent l'affaire de première instance. La cour criminelle est, à ma connaissance, mais je suis un néophyte, n'étant ni avocat, ni magistrat, ni fonctionnaire, la cour criminelle il y a un étonnement à voir que la cour criminelle, quand on fait un appel, on va devant une cour totalement autrement composée, puisqu'on passe de 5 magistrats professionnels à 3 magistrats et un juré. Je comprends que c'est le fruit, non pas d'une pensée profonde de la chancellerie, mais d'une négociation qu'il y a eu précédemment, lorsqu'il y a eu les expérimentations des cours criminelles, qui étaient déjà très attaquées, puis leur généralisation. Est-ce que l'appel en cours criminel vers la cour d'assises est un problème de résolution du stock, pour parler d'un mauvais mot, d'affaires criminelles? La réponse est non, puisque ça consomme plus de RH de magistrats d'aller devant une autre cour criminelle que devant une cour d'appel. Donc d'un point de vue strictement quantitatif, si l'objet du projet de loi est de résoudre les avions qui attendent à Roissy et qui n'ont qu'une seule piste d'atterrissage, évidemment, pour nous, si le Parlement décide de la suppression de l'appel dans une autre cour criminelle, ce qu'on appelle l'appel circulaire, parce qu'il faut être dans un autre département, et revient à la cour d'assises, ça ne change rien à l'objectif du projet de loi, et au contraire, j'y verrais d'ailleurs du gain en magistrat. Donc pour répondre à votre question, ce n'est pas l'essentiel du texte que je propose. J'invite cependant peut-être à une discussion sur ce point. 88% des affaires sont donc des affaires de viol. Le taux d'appel en cour criminelle pour la cour d'assises, c'est 34%. Le taux d'appel d'une cour d'assises à une autre cour d'assises, c'est 20%. Pourquoi il y a plus d'appels alors qu'on est devant des magistrats professionnels qui connaissent le dossier et qui ont jugé en droit absolu? Bon. Peut-être, j'émets une hypothèse, que c'est parce que, ayant été fortement condamné en cour criminelle, on se dit que devant le jury populaire, peut-être que les arguments en droit ayant été entendus et sont un peu défavorables, peut-être à la personne qui a été condamnée, les arguments devant le jury populaire permettraient d'avoir une peine amoindrie, voire un acquittement. Et donc, il faut essayer de comprendre, est-ce que c'est ce qu'on veut? Parce que j'essaie de répondre quand même à la question qui m'était posée depuis maintenant 1 an et demi que je suis à la chancellerie, qu'il faut des magistrats spécialisés pour s'occuper des viols et des violences sexuelles. Allez, sachant que 90% des affaires en cour criminelle sont des viols, demander la cour d'assises pour cela, c'est donc aller à l'encontre de la spécialisation des magistrats. Je prendrai donc d'ailleurs, puisque vous m'avez souvent fait le grief, un décret dans les prochains jours qui obligera les magistrats à subir la formation obligatoire qu'ils doivent subir et dont une grande partie malheureusement ne suivent pas avant d'être affectés devant une cour criminelle. Je constate que c'est du décret, je pensais que c'était la loi organique, finalement c'est le décret, je vais pouvoir le faire concomitamment à nos discussions. Mais je voudrais attirer votre attention, Madame la rapporteure, que si je suis condamné pour viol et que je fais appel devant la cour d'assises, j'ai donc un autre jury qui va me juger un peu différemment que des 5 magistrats professionnels. Tout dépend de ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut garder l'appel, l'assise pour donner ce deuxième degré, pour imaginer être conforme à la loi de 2019-2020, ou est-ce qu'on dit, bah non, il faut que, comme ce sont essentiellement des viols, ce soit des gens spécialisés qui jugent de ces affaires. Voilà, je pense qu'il y a un petit paradoxe que nous devons résoudre. Je rajouterai un point particulier, qui est la façon dont désormais nous composons les cours criminelles. Puisque le choix que nous avons fait n'est pas de recorrectionnaliser les viols, bien évidemment, personne ne l'aurait accepté, et votre serviteur en premier, et ce n'est pas non plus de redescendre à 3 le nombre de magistrats aux cours criminelles. On aurait pu proposer cela. Parce que la cour criminelle, l'important n'est peut-être pas le nombre de magistrats qui jugent, mais le fait qu'ils jugent des crimes, et qu'ils ne jugent pas par rapport à des délits. J'ai pensé que ce serait très illisible dans l'opinion, et que la cour criminelle avait montré son efficacité à avoir 5 magistrats. Simplement, nous proposons qu'ils soient autrement composés, obligatoirement 3 professionnels, et puis 2 autres,
On parlait des avocats honoraires, des magistrats à titre temporaire, et puis on parlera sans doute de la disposition nouvelle que nous proposons dans la loi organique. Cependant, je prends l'exemple de l'affaire de Mme Pellicot. Il y a 17 prévenus. Ils sont en cour criminelle. Il y a un auteur. Bien, parce que je rappelle que pour avoir la cour criminelle qui fonctionne, il faut qu'on aille jusqu'à 15 à 20 ans, puisque au-dessus de 20 ans, c'est la cour d'assises qui juge, ce qui pose d'ailleurs la question des aggravations que la loi Berger, que nous avons soutenue à la suite des propositions de Mme Rossignol notamment, est en cours d'attente. Demain, quand la loi sera adoptée, les viols aggravés ne feront plus partie de la cour criminelle. Ils seront envoyés directement en cour d'assises. Et ce sera peut-être très bien assis. Mais dans l'affaire de Mme Pellicot, comme le viol sériel aujourd'hui n'est pas une circonstance aggravante, ce sont considérés comme autant de viols simples, les 17 sont condamnés. Je pense que tout le monde a considéré que cette justice était une bonne justice. Il y en a un qui fait appel. Où est-ce qu'il fait appel ? Il fait appel devant la cour d'assises. On s'est retrouvé dans une situation absurde où il y a 16 condamnés qui acceptent leur peine, qui restent en cour criminelle, et un qui fait appel, qui va aux cours d'assises. Fort heureusement, la cour d'assises l'a condamné au même quantum de peine que la cour criminelle, mais quel aurait été le résultat ? Le résultat, s'il avait été acquitté ou la peine très largement amoindrie. On aurait très largement amoindri le procès même et la justice professionnelle qui avait rendu ces arrêts dans l'affaire Pellicot. Donc, personnellement, Madame la rapporteure, si le Parlement, ce ne sera pas un amendement que je présenterai moi-même, mais si le Parlement dit que dans cet article 2, on doit permettre que l'appel se fasse dans la cour d'assises, dont acte, je gagnerai du temps de magistrat, pour être extrêmement concret, puisque je pourrais utiliser ce RH de magistrat dans d'autres cours criminelles, mais vous serez assez contradictoire, je dis vous, le Parlement, puisque vous demandez sans cesse la spécialisation des magistrats pour les viols, et vous allez en fait permettre de le faire devant des gens qui ne seront pas spécialisés. Et sur le FNAEC, j'entends la décision de la Cour de justice, évidemment. Aujourd'hui, le FNAEC, il ne comprend pas la collecte systématique, mais une collecte ciblée. C'est pour ça qu'on pense qu'on n'est pas tout à fait, si j'ai bien compris, dans ce qu'a rendu la Cour de justice. Le prélèvement, c'est une faculté, mais pas une obligation. Il y a, me semble-t-il, à retravailler sans doute la mesure qu'on propose dans le texte, parce que j'ai compris qu'il y avait un certain nombre de sujets où on disait oui, il y a un certain nombre de choses que nous proposons qui rentrent dans le cadre d'eux, et on va parfois attirer un peu trop loin, notamment des gens qui auraient permis de commettre des infractions qui rentreraient dedans, et je pense notamment à un certain nombre de militants, par exemple. J'en ai parlé avec M. le ministre de l'Intérieur, et nous serons ouverts aux amendements que vous proposerez. Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à Monsieur Francis Spinner. Oui, Monsieur le Ministre, personnellement, je n'ai toujours pas compris l'hostilité des avocats au plaider coupable pour simplifier les choses. J'observe d'ailleurs que la profession qui était contre en matière correctionnelle aujourd'hui l'a parfaitement adoptée. Et surtout, ayant quand même quelques expériences de la cour d'assises, je ne vois pas en quoi ça porte atteinte aux droits des gens. Simplement, ce qui est souhaitable, c'est qu'on aligne le régime de plaider coupable sur le régime du droit commun. C'est-à-dire que la partie civile, d'abord je souhaiterais qu'il soit limité, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que la victime, et non pas les associations qui parfois se livrent à des détournements de procédure. Et la deuxième observation, c'est que la partie civile ne puisse pas s'opposer à la peine, de même qu'elle ne peut pas faire appel de la décision, que les choses soient bien claires. Et sinon, je considère que c'est plutôt un progrès et que je ne vois pas où est l'atteinte aux droits de la défense. J'ai lu quelques tribunes délirantes de gens qui, paraît-il, sont inscrits au barreau, qui agitaient le spectre américain, qui n'a rien à voir. En revanche, sur l'appel, je ne peux pas vous suivre. Je pense que l'appel de la cour criminelle, c'est la cour d'assises. Pour plusieurs raisons. La première, c'est une question de cohérence. Si une cour criminelle condamne M. X en première instance, et que vous faites appel devant la même juridiction qui rend une décision complètement différente, allez m'expliquer la légitimité d'une juridiction par rapport à l'autre. Et donc, lorsque Jacques Toubon avait envisagé l'appel, on avait pensé à un tribunal criminel appel cour d'assises. Il n'a pas fait cette réforme, c'est Mme Guigou qui l'a faite. Et effectivement, l'appel à ce moment-là, c'est que la cour d'assises d'appel comprend un nombre supérieur qui est censé lui donner une supériorité. Là, vous avez des cours criminels qui seront composés
D'ailleurs, on ne sait pas s'il y aura des conseillers à la Cour, des juges aux tribunaux. Et lorsqu'il y aura l'appel, je aurai du mal à expliquer pourquoi la Cour criminelle d'appel avait une légitimité supérieure à la Cour criminelle de première instance. Et donc, je pense qu'il faut maintenir la Cour d'assises. La deuxième observation que je fais, c'est que c'est aussi une protection pour les magistrats. Parce que lorsqu'un verdict est rendu par le jury populaire avec les magistrats professionnels, il n'est jamais contesté. Alors que sinon, on vous parlera du laxisme des juges, etc., etc. Donc je pense qu'il faut maintenir la Cour d'assises comme juridiction d'appel. En revanche, j'en viens maintenant au sujet qui peut fâcher, Monsieur le Ministre, c'est la gestion des nullités de procédure. Je rappelle que lorsque des avocats soulèvent des nullités de procédure, c'est qu'ils estiment que la loi n'a pas été respectée. Et il est donc normal qu'on demande au juge de respecter la loi. Or, vous avez dans les dispositions réduit le délai de 6 mois à 3 mois pour présenter une requête en nullité. Et je vous le dis très clairement, c'est vider complètement la possibilité de la requête en nullité. Parce que comment ça se passe ? Monsieur X est mis en examen, ou Madame X, ne soyons pas sexistes, Madame X est mis en examen le 1er janvier. Ça veut dire que dans les 3 mois, son avocat doit prendre connaissance du dossier, pouvoir l'étudier et présenter une requête en nullité. Sauf que pour ça, il faut avoir la copie du dossier. Et que la demande de copie du dossier, elle met entre 4 et 6 semaines. Ce qui fait que le 1er janvier, vous êtes mis en examen. Vers le 15 février, vous récupérez le dossier. Si le dossier fait 1000 ou 1500 pages, ça veut dire que le temps que vous le lisiez et que vous n'avez pas malheureusement qu'un seul dossier à traiter, il vous restera que quelques semaines pour présenter une requête en nullité, c'est vider le contentieux. Donc, oui, vous maintenez le délai de 6 mois, ou à ce moment-là, vous dites que ce délai de 3 mois ne peut commencer qu'à courir qu'à compter de la délivrance du dossier. Parce que sinon, vous videz le contentieux des nullités de tout son sens. Voilà les quelques observations que je voulais faire, sous réserve qu'après, sur les demandes de mise en liberté, il y a d'autres sujets qui pourraient être évoqués. Merci, Monsieur Spinner. Je vais prendre plusieurs questions à la suite, Monsieur le Ministre. Monsieur Thani Mohamed Soili, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. 3 petites questions. D'abord sur l'introduction de citoyens assesseurs dans les cours criminelles départementales qui est prévue dans le projet de loi organique à venir, qui sera distinct. Est-ce que cette introduction est conditionnée à l'adoption préalable de ce texte ? Ou alors, avant même l'adoption de ce texte, elle pourrait être envisagée. Et le cas échéant, quel est le calendrier, quels critères de sélection seront retenus pour garantir leur impartialité. Deuxième question, l'allongement de la détention provisoire avant comparution devant ces cours. Elle soulève des questions au regard des droits fondamentaux, et notamment par rapport à la jurisprudence de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Comment vous envisagez l'articulation vis-à-vis de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin, dernière question, sur la réduction des convocations de témoins prises en charge par l'État, puisque le projet de loi prévoit que cette prise en charge passe de 5 à 2 convocations. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un risque de justice à 2 vitesses entre les accusés qui auraient les moyens et ceux qui n'auraient pas les moyens financiers pour financer ces convocations. Donc voilà les 3 courtes questions que j'avais. Merci. Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, vous avez commencé votre propos en parlant de l'engorgement de la justice criminelle et en parlant du délai d'attente de la part aussi bien de l'accusé que de la victime pour obtenir une décision judiciaire. Et vous le savez, nous avons déjà eu l'occasion de vous l'indiquer directement. Ce constat, nous le partageons. J'ai bien noté le terme que vous avez utilisé lorsque vous évoquiez la durée de 6 à 8 ans selon les affaires, en indiquant avec honnêteté, j'ouvre les guillemets, instruction comprise, il est vrai. Vous le savez, aujourd'hui, une instruction criminelle, selon les études qui ont été faites par la chancellerie, c'est entre 36 et 39 mois.
pour une raison qui s'explique en partie par le fait que les juges d'instruction ont entre 60 et 100 dossiers chacun, et que donc ils peuvent à peu près passer 1 journée et demie à 2 par an sur un dossier. Que par ailleurs, le juge d'instruction confiant des commissions rogatoires, pour diverses raisons, celles-ci ne reviennent pas très rapidement, et que donc les instructions se prolongent. Si j'illustre cela, c'est que vous avez, ou votre prédécesseur, demandé à l'Inspection générale de la justice 2 années successives, 2024-2025, une mission, vous êtes chargé d'une mission pour évaluer les mesures qui pouvaient être prises pour répondre à cet engorgement, dont j'indique qu'il n'est pas lié que à la reconnaissance criminelle des affaires sexuelles, puisque ce qui est évalué, c'est que cela a à peu près fait diminuer de 20%, guillemets seulement, la correctionnalisation des crimes sexuels. Ces missions très intéressantes, qui font un état des lieux assez sévère, ont donné lieu à plus de 43 recommandations. Et il serait intéressant que vous nous disiez, dans ces 43 recommandations, celles que vous avez l'intention de mettre en œuvre. Et dans ces recommandations est évoquée la question de l'instauration d'un plaidé coupable criminel, avec une proposition alternative. Il est dit d'ailleurs dans le rapport que cette proposition ne fait pas consensus dans la mission, et est évoquée la possibilité d'instaurer un plaidé coupable qui serait divisé en 2 temps. Le premier qui serait la reconnaissance de culpabilité elle-même, et le deuxième temps qui serait une audience complète, pas une audience d'homologation, qui permettrait à la victime, qui a quand même une place assez réduite dans votre texte, à la victime, mais aussi à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la cour de se faire une religion sur la nature de la peine qui serait opportune. Pourquoi n'avez-vous pas retenu cette hypothèse-là, qui vous sera d'ailleurs proposée, y compris dans le cours du débat? Parce que vous l'avez dit vous-même, ce que vous proposez, votre étude d'impact évalue entre 10 et 15% de volume d'affaires envisageable, et encore, les premiers présidents que vous avez interrogés nous disent, pour que la victime soit d'accord, on va dire qu'on va plutôt tomber entre 5 à 7% d'affaires. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, elle est un peu le corollaire de la première, c'est que pourquoi ne proposez-vous pas de faire en sorte que les juges d'instruction puissent travailler dans de bonnes conditions? Par exemple, qu'il n'y ait pas 60 à 100 dossiers chacun, mais plutôt la moitié. Il y a environ 600 juges d'instruction en France. Donc, je ne prétends pas que l'argent est magique, mais vous avez un budget, vous l'avez noté, qui a augmenté de manière très sensible pendant plusieurs années. N'y aurait-il pas là une question à se poser? De ce fait, dans votre logique, nous avons du mal à comprendre, alors même que les cours criminelles départementales désormais sont elles aussi engorgées. Il faut savoir que depuis 2025, elles ont plus d'affaires en instance que les cours d'assises. Les courbes se sont croisées. Et pourtant, dans ce texte, vous voulez les charger de la récidive, ce qui n'était pas possible, et de l'appel. Donc, on voit bien qu'il y a une logique qui fait qu'au bout du compte, ces cours criminels ne pourront pas faire face. Et dernier point, il y a une curiosité, vous l'avez dit tout à l'heure avec un petit peu de légèreté, vous avez décidé de viser l'ensemble des crimes en pensant que le Parlement ferait son ouvrage. C'est aimable, mais il y a aussi un problème de cohérence. Vous avez donc inclus les crimes sexuels dans votre procédure que j'appelle plaidé coupable, mais vous avez trouvé un autre nom, dont même l'acronyme PJCR. Mais il y a une curiosité à l'avoir retenu, alors même qu'ils ont été exclus de la compétence du plaidé coupable délictuel. Donc, il semble quand même qu'il faille décider ce qu'il en est. Soit les atteintes sexuelles, quelles qu'elles soient, délictuelles ou criminelles, relèvent potentiellement, accord de la victime, etc., du plaidé coupable, soit pas. Mais il y a une curiosité et une légère incohérence à ce que ce soit uniquement dans le cadre criminel et pas dans le cadre délictuel, ou plutôt réciproquement.
Voilà, sur le reste, je répondrai à Francis Spinner avec plaisir sur pourquoi les avocats sont contre. Enfin bref, on aura des discussions très intéressantes, mais commission demain, séance plus tard, il ne faut quand même pas gâcher le plaisir à venir. Tout à fait. Encore 2 prises de parole et ce sera votre tour, Monsieur le Ministre. Monsieur Hervé Reynaud. Monsieur le Ministre, merci tout d'abord pour les éclairages dans votre propos introductif et les premières réponses. La profession d'avocat est en ébullition. Je pense que lorsqu'on est un élu ancré sur son territoire, on ne peut pas tout à fait l'occulter. En tout cas, moi, dans mon département de la Loire, le barreau de Saint-Étienne, la conférence des bâtonniers, s'émeut d'un certain nombre de dispositions. Donc j'ai besoin de comprendre aussi, n'étant pas un professionnel de la profession, comme disait un humoriste, j'ai besoin de vous entendre. L'extension donc des compétences des cours criminelles départementales. Et on l'a dit tout à l'heure, notamment aux accusés en cas de récidive légale, peut être appréhendée comme une minimisation, finalement, de la disparition progressive des jurys populaires. Et sur les aspects de principe, Francis Spinner l'a dit tout à l'heure, c'est le principe d'une participation des citoyens à l'exercice de la justice criminelle qui est affirmé de longue date comme une garantie démocratique et symbolique forte. Donc sur cet aspect-là, si vous pouvez peut-être insister pour appuyer la loi telle que vous la proposez. Et puis le risque professionnel également pour l'avocat, notamment dans son article 7, avec ce qui peut être appréhendé par un avocat comme un risque professionnel majeur, notamment en transformant les règles de nullité, qui peut être pris comme un piège procédural constant. Au final, l'objectif donc de réduction des délais de procédure peut apparaître tout à fait légitime, mais il ne peut être poursuivi en neutralisant les mécanismes mêmes qui assurent la légalité de l'enquête et la protection des libertés individuelles. Et donc, donner le sentiment de privilégier une logique de gestion des flux plutôt que le respect des droits fondamentaux. D'abord, il y a la question des principes, parce que tout le monde fait appel aux principes, et puis il y a la question de l'opportunité. Bon. Est-ce que c'est rompre avec un principe fondamental, constitutionnel, conventionnel, que de prévoir la PJCR, on y reviendra, et la Cour criminelle qui fait appel devant notre Cour criminelle? La réponse est non. Le Conseil d'État, si tant est que quand on aime l'État de droit, j'imagine qu'on fait attention également aux avis du Conseil d'État. Si le Conseil d'État avait rendu un avis négatif, on me l'aurait évidemment évoqué, le Conseil d'État dit qu'il n'y a aucune valeur constitutionnelle, je dis pour M. Spinner, mais également pour M. Reynaud, il n'y a aucune valeur constitutionnelle à ce qu'on fasse... rien n'est contre la Constitution, rien contre les principes fondamentaux, rien contre la Convention européenne des droits de l'homme, à ce qu'on fasse un appel devant notre Cour criminelle. D'ailleurs, M. Spinner, vous pourriez très bien proposer, j'entends l'argument de la Cour d'assises, qui est rajouté de 2 personnes, vous pourriez me dire, faites une Cour criminelle avec 2 personnes de plus. Voilà, on pourrait imaginer cela. Donc la question, c'est la question du jury populaire, c'est pas la question en tant que telle de la Cour criminelle. Donc après, sur ce point très précis, mais je pense que c'est un débat très intéressant, mais je veux le dire devant votre commission, il faut qu'on le résolve, parce que sinon on va tout reprocher, tout et son contraire, à la justice, au sens large du terme. Soit nous considérons, puisque 90% des crimes qui sont détuits dans les cours criminelles sont des viols. 87, 88, 90, il y a même une cour d'appel où on en est à 94%. Il y a des spécificités géographiques. Enfin, en tout cas, quasiment 9 crimes sur 10. Soit on considère, je pense que c'était pour ça qu'on a créé en partie la Cour criminelle, soit on considère qu'il faut des magistrats professionnels qui soient formés à des concepts qui sont évolutifs, le contrôle coercitif, le consentement. Vous-même, vous avez pris cette année 2 lois, mesdames et messieurs les sénateurs, et vous vous apprêtez à en prendre une 3e avec le viol conjugal, 2 lois où vous demandez des concepts nouveaux dans la loi. Donc soit vous souhaitez qu'il y ait des magistrats professionnels formés pour cela, pour juger de c'est quoi l'emprise, c'est quoi le viol, c'est quoi le consentement, c'est quoi le contrôle coercitif. Et dans ces cas-là, ce ne sont pas des jurys populaires qui peuvent le faire, ils ne peuvent pas se former en temps réel sur tous ces concepts qui permettent de mieux condamner une personne qui est
sous emprise, qui revient 7 fois chez son agresseur. Enfin bref, tous ceux qui connaissent mieux que je ne peux le faire parce que je travaille depuis très longtemps sur ces questions connaissent cela. Et là, il faut accepter que ce sont des magistrats professionnels qui ont passé des concours, qui ont une garantie d'indépendance, qui sont nommés par le CSM, que jamais le garde des Sceaux ne nomme. Voilà. Soit vous considérez que ce sont des fadaises et que le jury populaire, bien sûr, c'est l'expression de la démocratie, mais enfin les magistrats rendent aussi la justice au nom du peuple français. Et il faut que ce soit le jury populaire qui juge des viols. Mais non, je réponds à M. Reynaud en partie en regardant M. Spinner. C'est-à-dire qu'il faut juste que vous me disiez où est-ce qu'il faut que la pièce tombe. Parce qu'on ne peut pas à la fois demander que tout le monde soit spécialisé et qu'il y ait du jury populaire partout. Ça, vous voyez, ça, c'est pas possible. Donc, je pense que... non, mais quand j'entends M. Reynaud dire, et je l'entends, parce que j'entends aussi de la part des avocats, le jury populaire, c'est la fin de la démocratie dans la justice, et c'est surtout la possibilité de regarder les choses de côté, je ne le crois pas. Alors, une fois qu'on a dit ça, comme je l'ai dit, M. Spinner, moi, j'entends tout à fait ce que vous dites sur l'appel, comme l'a dit Mme la rapporteure. Si à la fin vous me dites l'appel, c'est devant une cour d'assises, l'appel, c'est devant une cour d'assises. Et point. Mais j'aurais tenté de répondre à la question de la spécialisation. Bon. Sur la question des nullités, moi, j'entends ce que vous dites, monsieur le sénateur, et je suis prêt à modifier mon texte dans votre sens. Quelle est notre difficulté? On a eu ces discussions pendant la loi narcotrafic. D'ailleurs, votre commission a retoqué la disposition article 7 qu'on vous propose. Elle l'avait retoqué, non pas à cause, mais grâce peut-être, Madame la de la Gontrie, à Francis Spinner, qui d'ailleurs s'était appuyé, si j'en ai bien compris, les travaux que nous avons eus ensemble, parce que nous avons fait œuvre de justice. Je rappelle d'ailleurs que, et sans vraiment aucune coquetterie, la profession d'avocat était opposée à la loi narcotrafic. Au PNACO, était opposée au quartier de haute sécurité, et était opposée aussi aux dispositions que vous avez votées à l'unanimité. Il peut arriver que, parfois, c'est normal, vous êtes législateur, nous n'ayons pas le même point de vue de la montagne, mais c'est pas grave, on est là pour en discuter, pour améliorer les choses. Soit, à l'époque, le débat, c'était, on ne sait pas ce qu'en pense le Conseil d'État. Est-ce que c'est constitutionnel ou pas la nullité que propose, le régime des nullités proposé par la chancellerie? Vous avez la réponse désormais, on a saisi le Conseil d'État. Quand on dit le Conseil d'État, son avis est extrêmement clair. Tout ça est très constitutionnel, très conventionnel. Nous cherchons à régler quoi? On ne cherche pas à empêcher les avocats, évidemment, de faire droit à leurs actes et de les empêcher par une sorte de calendrier organisé avec... diablerie par la direction des affaires criminelles et des grâces, comment on crée un droit qui ne pourrait pas être obtenu. Bon. Et que peut-être que dans le monde merveilleux dans lequel vivent les magistrats et le ministre à la chancellerie Place Vendôme, on ne voit pas que concrètement sur le terrain, le greffier, parce qu'il est débordé ou parce qu'il est absent, ne donne pas le dossier, ou donne un mauvais dossier, ou donne pas toutes les pièces, ou attend un peu. Bon. Et du coup, fait courir le délai qui fait que, grosso modo, votre délai de 3 mois, monsieur le ministre, c'est un délai pour les lapins, quoi. C'est un délai qui n'existera pas. J'entends l'argument. Mais vous ne pouvez pas dire non plus, monsieur le sénateur, qu'il n'y a pas aussi, peut-être, lorsqu'un juge d'instruction reçoit une demande d'acte, il dit « Oh là, moi, je ne fais plus rien ». J'attends de savoir si tout ça est bien avant de prendre d'autres actes. Parce que quand on fait tomber quelque chose, après on fait tomber tout le reste. Et là d'ailleurs, Madame la de la Gontrie, vous vous référez à l'excellent rapport que vous évoquez, dont je retiens sur les 43 propositions, 31 propositions, dont 9 sont législatives et tout le reste ne sont pas législatives. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez dans le débat. Il y a notamment des dispositions qui visent que pendant l'instruction, pourquoi l'instruction dure? C'est parce que parfois on attend l'acte. Bah oui. Bon. Donc moi, ce que je vous propose, puisque votre proposition est faite de compromis et d'intelligence, elle montre qu'à la fois on gagne du temps, mais par ailleurs, on fait bien droit à la défense. Ben moi, je proposerai un amendement, sauf si le sénateur Spinner le propose lui-même, mais peut-être en séance, pour dire c'est au moment où l'avocat reçoit ou consulte le dossier qui lui... Bon, vous verrez, on aura une discussion, mais reçoit le dossier, et c'est à partir de là que les délais de 3 mois commencent. Comme ça, il n'y aura pas de discussion pour savoir si c'est pour gagner du temps ou pas gagner du temps. C'est au moment où il devrait le recevoir. L'avocat peut le recevoir normalement à tout moment. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et bien, quand il le reçoit, en plus demain, grâce au numérique et à l'intelligence artificielle, tout pourra être horodaté, tout pourra être très, très facilement constaté. Au moment où il le reçoit, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, on fera courir le délai de 3 mois. C'est l'amendement de modification que je proposerai de l'article 7 pour répondre à la légitime interrogation de Francis Spinner. Sur la question de M. Tanis Fanny sur les citoyens assesseurs. Donc, nous introduisons dans la cour criminelle des citoyens assesseurs comme il en existe dans les tribunaux pour enfants. Alors, ce n'est pas une innovation extraordinaire, puisqu'il existe un tribunal pour enfants. Il y a des gens qui sont des collaborateurs occasionnels du service public de la justice, qui surtitrent
après des formations, nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, peuvent accompagner les tribunaux pour enfants. Sans ça, les tribunaux pour enfants ne fonctionneraient pas. Et ce sont des citoyens qui font un contrat avec le ministère de la Justice. Ils ont toute garantie d'indépendance, et le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, comme la CEDH, a déjà montré qu'il n'y avait aucun problème avec ces personnes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans l'avis du Conseil d'État, c'est qu'il n'est pas dit qu'il faut être magistrat professionnel pour rendre la justice. C'est très intéressant. Il est rappelé que ce n'est pas un principe de notre démocratie qu'il faut des magistrats professionnels pour rendre la justice. Et c'est d'ailleurs intéressant que le Conseil d'État l'ait relevé, qu'à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel l'a jugé comme n'étant pas un principe, même si évidemment il vaut mieux que l'immense majorité soit des magistrats professionnels, tout le monde en convient. Ces assesseurs, non, ils doivent attendre que la loi soit adoptée, parce que d'abord il y a une loi organique et une loi, parce qu'aujourd'hui il n'est pas prévu qu'ils puissent siéger en cour criminelle. Ils ne seront jamais majoritaires. Ceux qui sont majoritaires seront toujours les magistrats professionnels, toujours ceux qui sont formés, notamment aux spécialités qui concernent la cour criminelle, et notamment les violences sexuelles ou les viols. Mais ces magistrats occasionnels, on va dire ça comme ça, on prévoit aujourd'hui que c'est Bac+2, mais moi je suis prêt à ouvrir le champ des possibles. Quelqu'un m'a fait justement une remarque en me disant « Oui, mais des policiers et des gendarmes, ils ne sont pas toujours Bac+2, pourtant ils sont au PJ et ils pourraient très bien se TG comme... » Très bien, on peut toujours en discuter, il n'y a aucun problème. Ils subissent une formation, donc d'abord ils sont sélectionnés. Bon, pas de casier judiciaire, évidemment, conduite déontologique irréprochable, bon, ça c'est assez normal de ce qu'on attend d'un magistrat. Ils sont sélectionnés, ensuite ils sont formés, et ensuite, ils sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas le ministre qui le fait. Hein. Et par ailleurs, ça ne peut pas être renouvelable. C'est un contrat de 4 ans, me semble-t-il, mais qui n'est pas renouvelable. C'est exactement ce qu'on fait pour les juges pour enfants, améliorer la cour criminelle. C'est une façon d'ailleurs de mettre un peu de jury populaire dans des gens, avec des gens formés à ce point. Voilà. Sur la question des délais de détention provisoire, on a l'occasion sans doute d'en parler beaucoup dans l'hémicycle. Quand Mme Belloubet a proposé ce texte, je pense que le Parlement lui-même, ayant relu les débats, vous l'avez tous dit d'ailleurs, vous avez enfermé dans un délai de 6 mois la détention provisoire. Délai de 6 mois de détention provisoire pour juger quelqu'un, c'était très optimiste, puisqu'on met en moyenne 6 ans maintenant pour juger quelqu'un. Donc, que devons-nous faire? On prolonge ces détentions provisoires aujourd'hui, Monsieur le Ministre. On fait des demandes, les magistrats font des demandes à la chambre d'instruction. Ça embolise les chambres d'instruction qui autorisent ça n'empêche pas les demandes de remise en liberté par ailleurs. Hein. Et donc on aligne tout simplement, si j'ose dire, la détention provisoire qui est en lien de la cour criminelle avec la cour d'assises. Et donc il n'y a pas de problème pour nous de jurisprudence européenne puisque ça a déjà été largement approuvé par la cour d'assises. À Madame de la Gontrie, vous avez posé plusieurs questions. Vous nous posez une question qui est une question qui nous a traversé, qui est de dire, voilà, dans le rapport qu'avait commandé Didier Migaud sur l'audiencement criminel, bien sûr, d'ailleurs, aucune des recommandations n'était... J'ai reçu à mon arrivée les impétrants de cette commission. C'était très intéressant. Il y avait le premier président de la Cour d'appel de Paris-Boulard. Il y a aussi un avocat pénaliste qui est pour la PJCR, qu'il a d'ailleurs en partie inventé, qui est un avocat du Mans, qui est très très favorable à la formule que nous proposons. Mais en effet, il y avait des différences notables par rapport à la proposition faite par la chancellerie. Il y en a deux. La première, c'est qu'il ne prévoit pas de réduction de quantum de peine maximum. C'est nous qui l'introduisons. On dit, du coup, si on rentre dans la PJCR, c'est jusqu'à 2/3 de la peine et 30 ans pour la perpétuité si on rentre dans cette procédure. La PJCR imaginée par la mission ne le prévoyait pas. Et d'ailleurs, il y a des pays qui ne le prévoient pas. L'Espagne ne prévoit pas de quantum diminué. Voilà. Et pourtant, ça marche. Donc il y a un débat sur ce quantum de peine incontestablement. Et puis il y en a un deuxième qui est en effet, en gros, 2 audiences. Ça, 2 moments. Il y a un moment de la reconnaissance des faits, puis il y a un moment de reconnaissance de la peine, quoi. Bon. Ça nous paraît très complexe, mais pourquoi pas, ça a le mérite de la proposition et de la discussion. En tout cas, ça veut dire que la PJCR en soi n'est pas mauvaise, mais qu'il y a une manière de la faire, peut-être plusieurs manières de la faire. Ce qui nous paraît compliqué, c'est qu'on voit mal comment on peut discuter de la peine sans revenir sur les faits. Et on pense qu'en fait, nous allons recréer une deuxième audience de la première. La culpabilité sur les faits et ensuite la peine. Au fond, vous nous proposez un peu le CJPM, si j'étais... je dirais pas taquin, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de discussions autour du CJPM dans le groupe socialiste, mais vous proposez une dissociation de ces 2 audiences, avec du temps entre les deux. D'ailleurs, la question, que fait cette personne entre les deux? Elle reste en détention provisoire, elle reste pas en détention provisoire, c'est bon. Donc nous, sur cette proposition de cette PJCR en 2 temps, ça nous a paru pas tellement résoudre le problème, puisque
nous n'avons pas tranché le fait que faits et peines sont en fait la même discussion. En tout cas, nous le pensons. Voilà. Maintenant, il y aura un débat dans l'hémicycle, mais j'explique pourquoi on n'a pas fait ce choix-là. Sur la question de la récidive, et je réponds aussi à monsieur Reynaud. Alors, je ne suis pas d'accord avec Madame de la Gontrie pour dire que vous n'allez pas pouvoir les juger, puisque au contraire, l'article 2, il prévoit justement la recréation d'à peu près une 60aine de cours criminels, puisque l'article 2, il faut le prendre dans sa globalité. Nous recréons beaucoup plus de cours criminels. L'une des difficultés de la cour criminelle, c'est qu'il n'y en a qu'une par département, et ça pose d'énormes problèmes, notamment pour les départements qui connaissent beaucoup d'affaires criminelles. D'ailleurs, les 9 cours d'appel qui concentrent 60% du stock, c'est comme par hasard les cours criminels avec les plus gros départements, avec le plus grand nombre d'affaires. Donc en fait, je pense que l'une vraiment des déblocages des avions qui attendent de se poser à Roissy, c'est la création de plusieurs pistes d'atterrissage, et notamment d'avoir plusieurs cours criminels. Bon. Et d'ailleurs, on arrivera à les composer différemment, puisque si vous adoptez l'article 2 puis la loi organique, je pourrais même les composer avec des avocats honoraires, ce que je ne peux plus faire, puisque vous savez que l'expérimentation s'est arrêtée, avec des MTT, des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires, mais ça c'est vrai notamment pour les cours, on va dire, qui sont dans l'héliotropisme, puisqu'il faut trouver des magistrats en retraite, ou des avocats en retraite. Alors, ils ne partent pas tous en retraite à Tourcoing ou à Mayotte, ils passent souvent en retraite dans d'autres régions de France, et on le regrette personnellement. Mais il faut bien trouver des endroits où il y a moins de magistrats honoraires à disposition, il y a moins d'avocats honoraires à disposition, d'où les assesseurs citoyens que nous évoquons. Et nous pourrons composer, là où j'avais besoin de 3 magistrats professionnels en tribunal correctionnel, puis de 5 dans un cours criminel, je pourrais composer des cours criminels à 3, plus 2 assesseurs, magistrats honoraires, MTT ou avocats honoraires. Donc en fait, je pourrais créer beaucoup plus d'avocats de cours criminels supplémentaires, Madame la Gontrie, d'autant qu'avec cela, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les cours criminels jugent essentiellement des personnes qui sont en détention provisoire, ce qui demande donc, vous le savez, une logistique du ministère de la Justice bien plus importante. Il faut des box, il faut des extractions judiciaires, il faut des personnes qui comparaissent dans le cadre d'une détention provisoire. Le but de ce projet de loi, c'est aussi de juger tous ceux qui vont comparaître libres. Et donc je n'ai pas besoin de même salle d'audience avec les box, avec autant d'agents pénitentiaires ou de suivi, de sécurité. Et notre difficulté, c'est que nous jugeons quasiment plus les personnes qui comparaissent libres. Et c'est une vérité première. Si quelqu'un connaît l'auteur en liberté, c'est-à-dire que s'il a fait la détention provisoire ou si le juge n'a pas mis en détention provisoire et qu'il est libre, cette personne va attendre beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui est en détention provisoire pour attendre son jugement. Et il y a donc une différence de traitement entre 2 victimes où quasiment la suite de son procès dépend de la détention provisoire et de la remise en liberté ou pas de son auteur. Donc nous pourrons créer des cours criminels sans personnes qui comparaîtront en détention provisoire. On peut imaginer qu'à Avesnes-sur-Helpe, par exemple, on puisse faire une cour criminelle sans box de sécurité important, puisque la personne est libre. Elle va comparaître libre de l'accusation de son viol ou libre de l'accusation du coup mortel ou de son homicide. Donc ce serait une autre logistique pour le ministère de la Justice. Sans revenir sur ce qu'a pu indiquer d'ores et déjà ma collègue Marie-Pierre de la Gontrie et sur les points sur lesquels vous avez déjà répondu. Je pense qu'on aura largement ce débat en séance. Je voulais néanmoins, moi aussi, venir sur la question des infractions à caractère sexuel. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'une grande partie du droit qui porte sur ces infractions se technicie, si je puis dire ça comme ça, en faisant référence au contrôle coercitif et à d'autres textes de loi qu'on a pu adopter, en indiquant que ça nécessitait des magistrats de plus en plus informés, de plus en plus formés. Est-ce que vous pouvez nous indiquer pour quelles raisons vous n'avez pas intégré dans ce texte une proposition que font certaines féministes et certaines associations féministes sur la juridiction spécialisée en la matière, première question. Et puis peut-être assortir cette question néanmoins d'un commentaire, parce que je suis, moi, pas plus que vous, enfin, en tout cas même certainement moins que vous, encore spécialiste de toutes ces questions-là, n'étant pas non plus avocate, magistrate, juriste et encore moins garde des Sceaux. Mais il me semble néanmoins que la question du jury populaire n'est pas lié qu'à la question de la technicité, de l'expertise ou du professionnalisme. Dans une cour d'assises, il y a des magistrats qui sont professionnels, c'est eux ils sont là pour aider à juger en droit. Le jury populaire n'est pas là pour faire le boulot des magistrats.
Le jury populaire, il est là pour porter la parole du peuple et justement s'assurer qu'à travers les règles, ce sont aussi les règles de la vie en société qu'on s'est données qui sont respectées. Le jury populaire, il est là aussi pour justement juger de phénomènes, comme vous les avez appelés, de société. Je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais en tout cas, je le reprends à mon compte parce que je vois ce que vous voulez dire. Donc moi, je ne crois pas que parce que les sujets sont de plus en plus techniques, on a plus besoin de magistrats professionnels que de jury populaire. En tout cas, moi, je n'opposerai pas les deux et j'en ferai pas l'argument principal pour considérer que sur ces sujets-là, on aurait plus ou moins besoin de magistrats formés ou d'une juridiction spécialisée. Donc voilà la question que je voulais vous poser. Et puis dire quand même, puisque je parlais des associations féministes, que beaucoup d'entre elles considèrent, et je reconnais avec vous que le sujet est complexe, mais beaucoup d'entre elles considèrent que c'est faire peser un poids extrêmement lourd sur les épaules de la victime que de lui faire acquiescer à se plaider coupable. C'est vrai que certaines de ces victimes peuvent préférer être jugées plus vite. C'est vrai sans doute que certaines d'entre elles veulent échapper ainsi aussi à la victimisation secondaire. Mais ce qui est vrai aussi, en tout cas nous disent les associations qui s'intéressent à ces questions, c'est que lui faire décider à elle que le plaider coupable est mieux, c'est lui faire porter une grande responsabilité, surtout quand on sait que dans 90% des cas, le violeur est connu de la victime. Voilà, donc c'est aussi ces questionnements-là que nous avons en tête dans l'examen de ce projet de loi et que nous aurons en tête au moment de la séance en portant ou pas des amendements sur ces questions. Merci. Alors, sur la juridiction spécialisée, moi j'y suis personnellement favorable. Et j'ai un amendement que je garde par devers moi. Si je t'ai dit devant la délégation des droits des femmes que j'ai reçu à 2 fois, une fois parce que vous m'avez invité, madame la rapporteure, et puis ensuite encore très récemment, j'ai dit si la délégation des droits des femmes, parce que c'est un sujet complexe qui traverse d'ailleurs, je crois, tous les groupes politiques. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord sur tout. J'ai dit si vous êtes favorable à ce qu'on transforme la cour criminelle en cour des crimes sexuels, je sais faire, dans le cadre de cette loi, à quasi moyens constants et qui permettra une plus grande spécialisation et qui répondra à une demande d'une partie des associations. Une partie seulement parce que je crois que toutes les associations ne sont pas totalement favorables non plus. Et malheureusement, je ne trahis pas la discussion que j'ai avec Mme Verrier à la délégation des droits des femmes. Il n'y a pas de consensus proposé. Si je prends par exemple les échanges avec Mme Rossignol sur ce point, elle y est défavorable. Non mais vous me demandez pourquoi je ne l'ai pas proposé. Alors si je peux pas, je connais cet état de fait, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, le fait de le faire potentiellement via un amendement nous prive d'un certain nombre d'informations sur le sujet, y compris l'étude d'impact, l'avis du Conseil d'État, etc. Donc on aurait su pu être le contraire, le mettre dans le texte et le retirer si d'aventure la délégation aux droits des femmes ou d'autres vous posaient la question. Alors j'entends, d'abord l'un n'empêche pas l'autre, je peux très bien déposer un amendement, saisir le Conseil d'État et on peut en reparler très largement lorsqu'on aura un débat au retour de l'Assemblée nationale, il n'y a aucun problème. Simplement, comme je me méfie parfois, Madame la sénatrice, il se trouve que quand je propose A, parfois on peut me dire qu'il fallait faire B, et que quand je fais B, on me dit franchement c'est scandaleux, vous auriez dû faire A. J'ai entendu, lorsque je suis venu, il y a plus de 3 mois, discuter de ce sujet, des gens me dire si vous venez avec ça, on considérera que c'est un mépris de la parole des femmes, puisque vous mettez de côté dans une cour spécialisée quelque chose qui doit être entendu par tout le monde. Donc j'avais peur, entre nous soit dit, que si je venais avec une cour spécialisée des violences sexuelles, vous me disiez, mais comme c'est incroyable, vous cherchez à invisibiliser cet état de fait de société, et vous mettez de côté, en plus avec des magistrats, parce que ça pose d'autres problèmes, la cour spécialisée, il faut trouver des magistrats qui restent dans ces cours. C'est pas, on l'a vu d'ailleurs dans d'autres pays, pas extrêmement attractif de faire pendant 15 ou 20 ans des crimes sexuels. D'ailleurs, ils ont des tas de problèmes, de trouver des avocats qui, pour le coup, sont... Voilà, bien sûr. Est-ce qu'on fait un parquet spécialisé ou non? Donc ça pose des questions plus larges. Donc j'ai un peu peur que ce soit une tenue de Nessus que celle que vous essayez de me faire porter. Je vous dis juste que si le Parlement en est d'accord, je suis prêt à le faire pour éviter l'article 40 et de le porter, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une différence trop forte. D'ailleurs, je constate, notamment dans la loi intégrale qui a été proposée à l'Assemblée nationale, qui reprend une partie des dispositions, qu'il est à la fois écrit dans cette loi intégrale qu'on doit spécialiser les cours sur les violences faites aux femmes, mais on doit supprimer la cour criminelle et revenir au jury populaire.
Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut juste qu'on tranche le nœud gordien, qui est un nœud très difficile à trancher par ailleurs. Parce que je me permettrai de dire, Madame la sénatrice, que les magistrats rendent la justice au nom du peuple français. Voilà, ce n'est pas que le jury populaire qui le fait. Mais le jury populaire, évidemment, et moi j'y suis encore une fois extrêmement attaché, je vous dis juste que c'est un petit peu contradictoire avec la volonté de spécialisation. Et bien sûr que les magistrats professionnels sont là pour guider, mais enfin, on sait tous qu'il y a, même si le secret des délibérés est très important, il y a des moments où le jury populaire n'a pas suivi les magistrats professionnels. Et je pense qu'il y a des avocats qui ont plaidé aux assises ici, ce que je n'ai pas eu l'honneur de faire, et pourraient vous l'expliquer mieux que je ne peux le faire. Donc, à la fin de la cour d'assises, vous savez, c'est très favorable pour le garde des Sceaux, parce que si je regarde simplement les choses extrêmement concrètes en moyen, c'est 3 magistrats professionnels au lieu de 5. Donc pour quelqu'un qui essaie de juger plus de crimes, la cour d'assises, c'est plutôt sympathique. Surtout que la cour criminelle aujourd'hui, c'est 2 jours à 2 jours et demi d'audience. La cour d'assises, c'est 3 jours en moyenne. On ne gagne pas tant de temps que ça en cour criminelle. Ah non, vraiment pas tant de temps que ça. Donc, pardon ? Alors, non, je n'ai rien proposé du tout parce que je pense que ceux qui ont écrit ces articles n'ont pas lu ni la Constitution, ni la Déclaration des droits de l'homme, qui empêche le garde des Sceaux d'intervenir dans l'organisation des cours d'appel et des chambres. Ce qui est tout à fait vrai, en revanche, Madame la sénatrice, c'est que pour rencontrer énormément de victimes en ce moment, je me retrouve dans une situation où non seulement les gens me disent, à la fin de l'instruction, Madame de la Gontrie, à la fin de l'instruction, j'attends depuis 4 ans, à la fin de l'instruction, j'entends que l'instruction soit longue, j'entends qu'on puisse réduire l'instruction, j'entends qu'il faille, et je vais en parler des RH parce que je ne vous ai pas répondu sur vos propositions de juge d'instruction supplémentaires, mais j'entends tout ça, mais à la fin de l'instruction, j'entends beaucoup de victimes me dire, j'attends depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, la seule nouvelle que j'ai du ministère de la Justice, c'est quand je reçois des lettres de demande de remise en liberté de mon auteur, parfois 14 lettres depuis 4 ans. Lorsque mon avocat me dit au débotté, tiens, j'ai rencontré ma consoeur qui m'a dit que l'auteur était décédé parce qu'elle le défendait, et donc du coup il n'y aura pas de procès, et que la justice ne prend même pas le soin de prévenir qu'il n'y aura pas de procès. J'ai attendu pendant 4 ans après l'instruction en procès, et puis il est mort, et du coup il n'y aura pas de procès, je n'aurai pas justice. Et j'entends aussi beaucoup de victimes qui me disent, notre difficulté, c'est que là on nous a dit, tiens, vous avez une journée, on a le droit à une journée et demie, on a ça dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 1 an et demi. Parfois maintenant, on convoque les gens pour le 2e semestre 2027 en ce moment. Voilà, donc les gens reçoivent une lettre, ils disent, ah bah tiens, septembre, c'est super, ils n'avaient pas vu que c'était marqué 2027, ils sont déçus, et vous avez le droit à une journée et demie. Et si ça traîne trop, on renverra. Qu'est-ce que font les victimes aujourd'hui ? Vous savez très bien. Elles ne font citer parfois même pas de témoins pour tenir dans la journée et demie. Et que fait la personne qui est accusée ? Elle cite 4, 5 témoins. D'ailleurs, dans l'article 2, on n'en parle pas, mais c'est très important, nous proposons que la réunion préparatoire soit conclusive, pour qu'on puisse au moins se mettre d'accord, quand on s'est mis d'accord avec le magistrat, pour dire chacun cite 3 témoins, c'est très bien, et sauf phénomène exceptionnel, évidemment, qu'on laisse au pouvoir du président ou de la présidente qui va présider la cour criminelle, de dire, voilà, évidemment, c'est un moment exceptionnel, on fait citer la personne exceptionnelle. Mais aujourd'hui, c'est des victimes qui sont maltraitées, qui ne font citer très peu de témoins, voire pas de témoins, très peu d'experts ou pas d'experts, très peu de personnes, parce qu'on veut simplement que ça tienne dans la journée et demie, parce que ça fait 6 ans qu'on attend son procès. Et quand on renvoie cela après une journée et demie, 2 jours, c'est à Mathusalem. Vous imaginez la violence qu'elles subissent. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, Madame la Gontrie, et que tous on constate, et comme vous d'ailleurs, qu'on maltraite énormément les victimes, la question c'est quelles sont les propositions alternatives à celles que je propose. Moi, je suis tout à fait prêt, encore une fois, je vous l'ai dit, à prendre les choses d'où qu'elles viennent, parce que je pense que c'est un sujet d'intérêt général et que ça dépasse un peu les sujets politiques. Donc, sur la Cour des crimes sexuels, d'ailleurs, dans d'autres pays comme l'Espagne, il y a les cours des crimes, c'est une cour du genre, de violence de genre, donc qui prend aussi les délits et les crimes. Nous, c'est pas notre tradition de mélanger délits et crimes, mais est-ce que c'est la question qu'on voudrait se poser, voilà, qui prévoit donc une grosse place aux plaidés coupables. La question est ouverte et moi je suis prêt évidemment à en discuter, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas, je crois, Madame la rapporteure, d'unanimité, loin s'en faut, quels que soient les groupes politiques sur cette question.
Voilà donc pour cette audition de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, vous l'avez entendu, qui demande la mise en place d'un plaidé coupable en matière criminelle. L'idée est de proposer une réduction de peine en échange d'une reconnaissance de culpabilité. C'est un dispositif qui divise profondément le monde judiciaire et qui pourrait connaître des oppositions aussi dans l'hémicycle. Le texte sera examiné en début de semaine prochaine au Sénat. On en reparlera bien évidemment sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous. L'information politique continue sur Public Sénat.